Ah non, là c'est mal cadré. Ce qui est top quand t'as bien appris à débunker, c'est que même sans t'y connaître en fait, dans la thématique de l'article ou de la vidéo, et ben grâce à des petites clés, tu vas pouvoir savoir si ça pue. Et là, je suis contente parce qu'il y a plusieurs journalistes de la What the Fake Academy, donc des apprentis journalistes en vrai, qui m'ont signalé qu'on avait un cas d'école en or d'une des petites leçons qu'on avait faites dernièrement. Le prix Nobel de médecine 2008, Luc Montagnier, explique que le VIH aurait été créé en laboratoire. Cette théorie, elle repose essentiellement sur le travail de son collègue Jean-Claude Pérez, qui est mathématicien et qui a publié donc récemment une étude scientifique sur le sujet. Vous pouviez deviner qu'a priori, cette étude dont parle Luc Montagnier n'était pas hyper fiable. Nous allons voir tout de suite pourquoi. Hashtag balance ta revue. Première chose, regardez le journal dans lequel l'étude a été publiée. Pourquoi t'as mis une poule qui caquette? Typiquement, ma fille, elle a fait un poème, s'il te plaît, qui s'appelle Cri de croc, sur les feuilles. C'était bourré de fautes d'orthographe, c'est passé crème dans le journal de l'école. Le Point, le Nouvel Obs, il l'aurait pas pris. Et ben dans le monde scientifique, c'est pareil, tu as plein de revues qui sont à peu près équivalentes à l'école de la Capucinière, et quelques-unes qui sont vraiment Harvard, tu vois. Donc le tout, c'est d'essayer de voir où est-ce que ton article là en question, il est publié. On se la regarde, cette revue scientifique dans laquelle Jean-Claude Pérez a publié. Ah, vous êtes gourmand, gourmand, gourmand. Grave. Analysons la revue indienne intitulée International Journal of Research Granthalaya. Je sais pas s'ils font les H. Ils font les H en Inde? Au Japon, non. Alors j'ai mon ordi avec moi. Le site est assez sommaire, et la revue publie donc dans les domaines de l'ingénierie, la gestion, le social, les arts, le commerce, la technologie et les sciences. Je crois qu'il manque la menuiserie et les châteaux de cartes. Et si vous vous souvenez bien, dans la What the Fake Academy numéro 3, il y avait un paramètre très intéressant à regarder lorsqu'il s'agit de revues scientifiques, c'est l'impact factor. L'impact factor, c'est un chiffre public qui est en fait une espèce d'indice de notoriété de la revue scientifique auprès des scientifiques. En gros, ça calcule le nombre de fois où une publication de la revue en question est citée comme référence par d'autres chercheurs. Plus une revue a un impact factor élevé, plus on peut considérer qu'elle est très lue par les scientifiques du domaine de la revue et que le journal est donc réputé. Un impact factor qui est assez élevé, ça peut vouloir dire aussi évidemment que cette revue est plus exigeante dans la mesure où elle présélectionne pour publication des articles qui sont susceptibles de réellement intéresser la communauté scientifique. Exemple, le New England Journal of Medicine, il a un impact factor de 70. La revue Nature, elle a un impact factor de 43. Là, on est dans le high level de l'impact factor. C'est assez hors du commun, on va dire. Dans le cadre des enquêtes que j'avais faites, notamment le What the Fake sur le complot SIDA, le SIDA qui aurait été créé pour éradiquer les Noirs, j'avais rencontré beaucoup de scientifiques et globalement, ils se mettaient tous d'accord sur le fait que un impact factor inférieur à 1, globalement, ça commençait à sentir très mauvais. Ça signifie que personne dans la communauté scientifique ne lit cette revue, ou alors vraiment très peu de gens. Donc, en gros, moins de 1, ça commence quand même grave à puer. Et plus de 5, c'est a priori vraiment ok. Là, je donne un cadre. Voilà, ça n'est pas gravé dans le marbre, il y a toujours des exceptions, etc. Mais voici un bon indicateur. Et là, je me ressaisis de mon ordi. L'impact factor de l'International Journal of Granthalaya sur le site ResearchGate, eh bien, on voit qu'il oscille entre 0,02 en 2016 et 0,09 son max en 2019. C'est-à-dire qu'il atteint même pas 0,1. tendu du string. Alors, sur les conseils de Totoro, comme d'habitude, j'ai demandé à Florian Gouttière, qui est journaliste scientifique, qui a notamment rédigé un ouvrage que je vous conseille qui s'appelle « Science, santé, doit-on tout gober ?» Fallait dire santé, science, tu t'es planté. Je lui ai demandé de nous décrire un petit peu ce que ça signifiait, un impact factor qui était égal à 0,09. On va prendre le score le plus élevé
de cette revue, eh ben, ça veut dire très concrètement que 91% de ce que cette revue a publié depuis 2 ans ne sert strictement à personne dans la communauté scientifique. À personne. J'ajoute une autre petite chose à regarder. Quand vous voyez une étude scientifique, regardez si elle est dans cette liste. Il s'agit de la Beall's List. Vous allez sur le site de Beall's List, vous allez dans Standalone Journals. Cette liste de revues, elle a été créée par un bibliothécaire de l'université du Colorado qui s'appelle Jeffrey Beals. Il a eu un jour envie de publier les noms des revues jugées peu scrupuleuses par la communauté scientifique, par un certain nombre de gens qui le contactaient. Et il en a fait une liste. Ça n'a pas été fait à l'arrache, c'est selon des critères très précis qui sont détaillés sur le site. On a par exemple le manque de transparence dans les opérations de publication. Si tu publies de la pseudo-science évidente, bam, tu atterris dans la Beall's List. Si tu proposes à des universitaires non qualifiés par exemple de faire le travail de révision des publications, etc., bam. Beall's List. Cette liste, elle a été énormément suivie dans la communauté scientifique qui lui donnait beaucoup de crédit. Malheureusement, Jeffrey a reçu beaucoup de pression de certaines personnes qui n'étaient pas trop contentes de se retrouver affichées. Ça a été assez compliqué pour lui. Cette liste est un peu dormante depuis 2-3 ans, mais il y en a à gauche à droite qui essayent de reprendre le flambeau. Et ben là... Grande Talaya est dans la Beall's List. Peut-être que cette revue est là totalement par hasard et par erreur, mais ça plus l'impact factor, ça commence à faire beaucoup comme indicateur de ça sans mauvais. Pourquoi Jean-Claude Pérez et Luc Montagnier, typiquement, n'ont pas publié direct dans nos revues hyper qualifiées, là, nos revues au top? Pourquoi ils sont allés chercher la revue indienne chelou? Quand tu es scientifique, si tu as quelque chose d'assez lourd, tu vas essayer de le publier dans un truc prestigieux. Enfin, sinon, je vois pas trop le truc. Moi non plus sérieux. C'est pour ça que le plus important, quand vous vous posez des questions sur une thématique scientifique précise, type l'origine du sida ou typiquement la nature du Covid-19, eh bien, le mieux, c'est encore de regarder ce qu'en disent les scientifiques qui publient dans les revues les plus exigeantes. Parce que ça signifie que leur travail a été vraiment scrupuleusement, minutieusement regardé par plein d'autres confrères avec lesquels ils ne travaillent pas. Les études les plus solides qui ont été faites jusqu'ici, je dis bien jusqu'ici, sur la nature, l'origine du Covid-19, eh bien elles pointent tout simplement une origine naturelle. Il serait venu probablement de la chauve-souris, avec un hôte intermédiaire, un animal intermédiaire entre les deux pour le passer à l'homme. Oh, c'est pas moi, je le jure. Je mettrai la liste de ces publications dans la description. Vous verrez, les impact factors ne sont pas mauvais. Elles ne sont pas dans la Beall's List. Après, la science, c'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire que ces conclusions, elles peuvent être amenées à évoluer d'une manière ou d'une autre dans le temps. Elles peuvent évoluer seulement si la démonstration est faite qu'il y a une meilleure hypothèse qui est encore plus solide que ce qui a été trouvé jusqu'ici. Donc ce qui compte, finalement, c'est vraiment la méthode scientifique et la rigueur avec lesquelles les recherches sont conduites et pas tellement le nom de tel ou tel scientifique. En fait, je pense que Luc Montagnier, il est tout simplement victime d'un syndrome bizarre dont m'avait parlé le professeur de Laporte, qui avait travaillé sur l'origine du sida. C'est le syndrome du prix Nobel. Vous connaissez ça? C'est le fait que certains prix Nobel, heureusement ultra minoritaires, eh bien, à un moment donné, disent des choses qui n'ont pas de sens d'un point de vue scientifique. Mais comme ils sont prix Nobel, ils sont extrêmement repris. Pour rappel, par exemple, tu as James Watson, prix Nobel de médecine, qui avait dit que les Africains étaient plus pauvres que les autres parce qu'ils étaient moins intelligents. Il y a aussi Carrie Mullis, prix Nobel de chimie, qui avait dit que le VIH n'était pas à l'origine du sida. Et puis un prix Nobel de littérature dernièrement qui a dit, je crois, que tous les gens qui s'appellent Marc ont des prix sur les marque-pages. Mais là, je sais plus, franchement, faut vérifier. En tout cas, voilà, j'aurai encore potentiellement plein de choses à dire, mais je vais pas faire une vidéo de 19 minutes 40. Je vais mettre en description des articles qui me paraissent extrêmement intéressants pour approfondir encore le sujet. Je remercie Florian Gouttière qui m'a aidé. N'hésitez pas à vous procurer son livre qui est vraiment passionnant et qui nous aide à naviguer dans ce monde difficile de la revue scientifique. Salut! Rendez-vous jeudi 9h30 dans la What the Fake Academy.